Alors, tout ceci, qu'est-ce que ça donnait en France? Eh bien, en France, ça donnait la France européenne des collaborateurs français. Les affiches de la propagande de Vichy de 41 et 42 consistaient à inciter les Français à prendre exemple sur le modèle allemand. C'est à peu près la même chose qu'on nous dit aujourd'hui. Pas tout à fait. Ce qu'on nous dit à l'époque, c'était le STO. Je travaille en Allemagne pour la relève, pour ma famille, pour la France, fais comme moi. Aujourd'hui, on dirait je dois travailler avec les mêmes salaires que les Allemands, c'est-à-dire 2 € par heure pour un jeune diplômé, hein, pour la France. L'État français travaillait en Allemagne pour une France plus forte. Le discours qui commence à s'imposer à partir de 1940, la France battue, c'est que la France a péché. Elle travaillait pas, elle a pris des jours de congé en 1936, les congés payés, on a pris du bon temps, les Français sont nuls. En fait, les Français sont nuls, voilà. En 1941, les Français sont nuls, donc 2, il faut faire comme les Allemands. Même discours qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous étiez contre, c'est que vous étiez un imbécile. Les affiches de Pétain, c'était « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» Eh oui. Je connais les problèmes. Je vais vous parler avec vérité. La franchise que je vais vous dire, c'est que les Français ne travaillent pas assez. Nous devons imiter le grand peuple allemand sous les instructions bienveillantes du chancelier Hitler. C'est d'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit M. Valls quand il a pris ses fonctions? Il allait dire la vérité aux Français. Les Français ne travaillent pas assez. Il faut... M. Pascal Lamy vient de sortir un ouvrage pour expliquer que la France est en train de dormir. Hein, quand la France se réveillera, dit-il, s'éveillera. C'est-à-dire il faut que les Français se mettent au diapason de ce que font les autres peuples du monde. Allez, retroussez-vous, arrêtez de lambiner. Donc c'est ce que dit exactement Pétain. Et d'ailleurs, on va lancer la France européenne, puisque le vainqueur de 1940, à la différence de tout ce qui s'était passé dans les siècles antérieurs, c'est un vainqueur qui nous promet une nouvelle Europe, on va avoir toute notre place. C'est un vainqueur magnanime. Donc il faut promouvoir la France européenne, et comme on va le voir ici, c'est marqué ici, la construction de l'Europe. Dans les années, donc, voilà, c'est ici, la France européenne, vous le voyez, construction de l'Europe. La quintessence de la politique de Vichy, et de la politique, que ce soit en matière économique et la vision du monde, qu'est-ce qui allait se passer après la guerre, par exemple? Nos aïeux qui vivaient en 1940-41, ils s'intéressaient de savoir qu'est-ce qui se passerait quand le conflit serait terminé. Et ce que expliquait la propagande allemande, la propagande de Vichy, c'est que la guerre allait bientôt se terminer, que l'Angleterre était de toute façon toute seule. Hein. Avant l'invasion de l'Union soviétique, l'Angleterre était toute seule encore à se battre contre le Reich, qui avait triomphé partout, donc la guerre allait bientôt se terminer. Et donc on allait avoir ensuite, après-guerre, bâtir une nouvelle Europe où la France aurait toute sa place. C'est donc l'inauguration de 2 expositions qui auront lieu à Paris, en 1941, le 6 juin 1941, puis l'année suivante, en 1942, la France européenne au Petit Palais. Exposition qui sera d'ailleurs inaugurée par Fernand de Brimnon, le représentant de Pétain, avec des autorités nazies d'occupation parisienne, qui sont donc là pour approuver, en parfaite harmonie avec... c'est très malheureux, cette petite occupation, vous comprenez ça. C'est uniquement le temps de la guerre, puis après on arrêtera l'occupation, parce qu'on va tous ensemble, tous copains, bâtir la nouvelle Europe. Et pour montrer d'ailleurs les bienfaits de cette nouvelle Europe, il y avait donc 2 cartes absolument géantes qui étaient présentées au Grand Palais hier. Hier, c'est l'Europe, comme vous le voyez, avec des espèces de murailles, c'est l'Europe cloisonnée, avec des barrières, des frontières, l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces. Et demain, c'est la nouvelle Europe sans frontières, dessinée par Adolf Hitler. Vous voyez, il n'y a plus de frontières. En revanche, eh bien, vous avez des réseaux de trains, de chemins de fer, d'autoroutes, et qui permettent une libre circulation des marchandises et des travailleurs au sein de la nouvelle Europe. Ici, on voit d'ailleurs un document qui est publié à l'époque, dans l'illustration que je me suis procurée, et où on décrit l'année suivante, en 1942, de part et d'autre de la nef, 2 grands diaporamas traités avec humour montrent d'abord les inconvénients des barrières douanières.
Ensuite, la merveilleuse liberté de mouvement qui résulterait de leur aménagement. Ainsi pourrait alors se réaliser ce séduisant programme illustré d'immenses et magnifiques photographies de notre continent, révéler l'Europe aux Européens, telle est la mission du tourisme de demain. Ça, c'est la presse collaborationniste, hein, de 1942. On voit aussi d'autres textes, n'est-ce pas? De ces divers tableaux se dégage cette morale, que l'Europe ne connaîtra la paix que lorsque toutes les nations qui la composent se décideront à s'unir. Cette vérité de l'apalice ne pouvant se réaliser, l'expérience des siècles le prouve dans la bonne volonté générale, des périls extérieurs en imposent peu à peu la nécessité, même aux esprits timorés ou récalcitrants. Timorés, on le dit aujourd'hui, hein. Si vous êtes contre vous êtes timorés, n'ayez pas peur, voyons. De toute façon, c'est la seule possibilité de faire la paix, c'est de s'unir. Sous une gigantesque photographie de deux mains qui se serrent, on lit cette définition de la collaboration, la définition. Collaborer, c'est travailler en commun à une œuvre commune, dit le dictionnaire. Dès lors, que faut-il entendre par collaboration franco-allemande et par collaboration franco-européenne? En premier lieu et avant tout, une réconciliation entre les peuples. Réconciliation franco-allemande, vous avez déjà entendu ça quelque part. Car la collaboration suppose un état de compréhension mutuelle. Ensuite, l'Europe étant l'objet même de la collaboration, j'insiste, parce qu'on est dans un milieu où tout le monde tape sur les collabos, etc. Mais les collabos, ils sont au pouvoir en ce moment. L'Europe étant l'objet même de la collaboration, un aménagement rationnel de toutes ces économies considérées sur le plan européen et non sur le plan étroitement national. Étriqué, étroitement national, nationaliste, etc. Enfin, une mise en commun solidaire de tous les moyens de développement économique des terres nouvelles appelées, de par leur situation géographique, à s'incorporer à l'espace européen. De ce qui précède, il ressort que c'est avec toutes les nations du corps européen que la France devra collaborer. Toutes les nations du corps européen. Vous voyez que l'Allemagne n'apparaît finalement que comme peut-être le pays le plus important, mais pas du tout le donneur d'ordre. Hein. C'est exactement la même chose aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. L'Allemagne n'est que le pays le plus important de l'Union européenne. Ainsi s'affirmeront par la communauté du travail la réalité de l'unité européenne et celle de l'espace vital européen. En avril 1942, c'est donc cette inauguration de la seconde exposition de la France européenne sur le thème de la vie nouvelle. Hein. Vous voyez, nous les Européens, par notre union et notre foi, créons le continent de la vie nouvelle. Je représente ici, il y a les autorités nazies d'occupation et le gouverneur français, le général français qui est le gouverneur de la place de Paris. On est en 1942. Et toujours dans cette inauguration, vous voyez, par leur nombre, leur rapidité, leur confort, les transports de l'Europe nouvelle seront de véritables traits d'union entre les peuples européens. L'Allemagne ne se mettait pas en avant. Hein. C'est vraiment une vision, je me permets d'insister, de la période 1941, 42, 43, que personne ne vous explique jamais, qui est la vraie vision que défendaient les collabos. Ça, c'est une carte postale. Une carte postale qui a été vendue dans cette exposition, la France européenne, elle a été timbrée le 14 mai 1942. Je l'ai trouvée sur Internet, je l'ai achetée, pensez bien. Elle a été timbrée, d'ailleurs, vous voyez, il y a ici, mal timbré, d'ailleurs, c'était le portrait du maréchal Pétain. Bon. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est surtout le revers de la carte postale qui était donc vendue lors de cette exposition de la France européenne. En 1942, les autorités allemandes d'occupation se sont avisées qu'il fallait célébrer le 1200e anniversaire de la naissance de Charlemagne. De même qu'en 2002, on célébrera le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, eh bien là, ce sont les autorités hitlériennes qui disent on va célébrer pour les Français le 1200e anniversaire de la naissance de Charlemagne. C'est les fêtes commémoratives du 12e centenaire, 742-1942. Sur cette carte postale, vous voyez ici Saint-Denis, statue de Charlemagne érigée dans la basilique par Napoléon Ier, et ici, Aix-la-Chapelle, tombeau de Charlemagne dans la cathédrale millénaire. Donc dans un cas, c'est en France, dans l'autre, c'est en Allemagne. C'est pour montrer qu'il y avait en fait un empereur qui était à la fois l'empereur de l'Allemagne et de la France. Alors pourquoi chipoter? C'est ce qu'on vous propose, disent les Allemands. La même chose, hein. Et c'est d'ailleurs explicité ici par ce petit encadré, qu'il faut absolument que j'agrandisse pour que vous en dépreniez plein les yeux.
L'Empire européen de Charlemagne, 12 siècles, avant que ne s'esquisse aujourd'hui la communauté européenne. On est en 42, hein. Charlemagne avait réuni sous son sceptre les principaux pays de l'Europe, ce qui est faux. L'Espagne, le Portugal, tout le sud de l'Italie, toute l'Angleterre, l'Irlande, toute la Scandinavie, et tout ça n'a échappé complètement à l'Empire de Charlemagne. Bon, la Hongrie actuelle, la Pologne, ça n'y était pas. Son empire n'était ni allemand ni français, il était européen. Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne était détruit. Premier essai d'Union. On est en pleine relecture de l'histoire, cher à la commissaire européenne luxembourgeoise, Madame Reding. Vous pensez qu'en l'an 800, quand Charlemagne se fait couronner empereur d'Occident par Léon III, il n'est pas du tout dans l'idée de l'unité européenne telle qu'on la conçoit actuellement. Il veut reprendre je l'ai expliqué dans la conférence sur l'histoire de France, je vous y renvoie, il veut reprendre le titre de souverain pontife, de Pontifex Maximus, d'imperator, c'est-à-dire se descend de l'empereur universel, parce qu'il est talonné par le sud-ouest, par les morts, les musulmans, hein, qui sont l'émirat de Cordoue, d'un côté, et puis par le sud-est, par l'Empire byzantin, qui prétend, lui, descendre de l'Empire romain. Ça n'a rien à voir avec le projet de l'unité européenne. On est en plein délire, on est en plein réécriture de l'histoire. Après sa mort, ce premier essai de l'Union européenne était détruit, et durant près de 1000 ans, ça c'est, je crois, la cerise sur le gâteau, durant près de 1000 ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. L'Allemagne nazie qui se bat contre les nationalismes qui s'entrechoquent dans un esprit de rivalité. C'est formidable, hein. C'est exactement la même chose qu'on nous dit de nos jours, hein. Ceux qui sont contre l'Europe seraient des nationalistes qui voudraient des guerres, hein. Oui, non quoi, on est en train de passer sous la férule d'un empire, d'une dictature comme on n'a jamais vu. C'est vrai. L'histoire ne se répète jamais, elle bégaye tout le temps. D'ailleurs, je rappelle que Charlemagne est devenu l'une des figures éponymes de la construction européenne. Je rappelle que le Karlspreis, le prix Charlemagne, est distribué par les Allemands à Aix-la-Chapelle, justement. Il faut bien comprendre que les gens, les Waffen-SS, ceux qui sont allés travailler, là, les collabos, hein, ou les pro-nazis français qui sont allés travailler avec les Waffen-SS à la fin de se battre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le faisaient comme on le montre ici. Ces affiches, avec tes camarades européens sous le signe SS, tu vaincras. Avec tes camarades européens, pas tes camarades allemands. Sous les plis du drapeau français, la LVF, la Légion des volontaires français, combat pour l'Europe. Ici, c'est l'appel du Gauleiter Saukel aux ouvriers français. Europe, réveille-toi. Europe, réveille-toi. Europa Erwacht, c'est le thème même du livre de Coudenhove-Kalergi dont je parlais tout à l'heure. C'est le Gauleiter nazi Saukel, Fritz Saukel. On voit ici une réunion Europa Sieg, l'Europe se bat, et vous voyez que sous l'aigle impérial de l'Allemagne hitlérienne, vous avez les pays, tous les drapeaux des pays de l'Europe. C'est au risque de faire se hérisser le poil d'un certain nombre de gens, ça ressemble quand même furieusement aux réunions européennes où on monte tous les drapeaux, n'est-ce pas? Et dans le cadre d'ailleurs de l'OTAN avec l'aigle américain. La Waffen-SS, comme on le voit ici dans une exposition organisée en France en 1944, justement, pour essayer de ramener le maximum de soldats français, de troupes fraîches avec les troupes nazies, il y a une exposition, la Waffen-SS combat pour l'Europe. Alors, en France, il y a aussi des intellectuels pendant cette période. Et ces intellectuels vont développer un discours qui est celui que je viens de vous présenter, que l'on peut trouver dans des ouvrages, parfois difficiles à trouver, pas toujours. Ça, c'est une conférence de Henri Clay qui s'appelle « La collaboration vers une économie européenne ». Qu'est-ce qu'on y lit dans ce document? La collaboration. Ben, il y aura une forme de collaboration, ça sera le tourisme. N'oublions pas que des fonds les plus fructueux de l'activité nationale, c'est le tourisme étranger en France, c'est toujours vrai. Dans une Europe apaisée et organisée, il ne fait aucun doute que la France recevra d'innombrables visites, non seulement des pays partenaires de l'organisation continentale, donc de l'Europe unie qu'est en train de bâtir le chancelier Adolf Hitler, mais aussi d'Amérique du Sud et même assez vite d'Amérique du Nord, et enfin parce que ses habitants auront toujours besoin de fuir le brouillard d'Angleterre.
l'essor de notre agriculture, résultat certain de la collaboration. C'est évidemment dans le domaine agricole que la France fera le principal de son apport à la communauté économique européenne. Ils ne se sont pas foulés en 1957, hein, ils ont repris tel quel le truc qui était déjà existant, communauté économique européenne. D'ailleurs, la politique agricole commune sera issue de ça.